Le 13 mai dernier, quelque chose d'historique s'est passé pour la technologie blockchain. Succinct Labs a réussi à prouver un bloc Ethereum en moins de 12 secondes, qui est donc la fréquence d'émission de ces blocs, à l'aide donc de Zero Knowledge Proof. Et c'est quelque chose qui va changer énormément de choses à l'avenir pour Ethereum, mais pour la technologie blockchain de manière générale. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Alexandre, je suis développeur blockchain et j'aide les autres développeurs qui veulent faire la même chose. Donc si ça t'intéresse, si c'est ton cas, tu peux t'abonner juste en dessous. Alors déjà, on va revenir sur ce que c'est que des Zero Knowledge Proof, qui sont donc utilisés pour prouver, c'est ce qu'on appelle prouver des blocs, et prouver en général des données. En gros, les Zero Knowledge Proof, c'est de la cryptographie, c'est une primitive cryptographique, tout comme la cryptographie symétrique et asymétrique qui sont utilisées pour HTTPS par exemple ou pour SSH. Sauf que ces Zero Knowledge Proof, elles vont permettre de faire quelque chose de différent. Elles vont permettre de prouver qu'on connaît un input dans un process informatique qui permettent d'obtenir un output. Ça va être intéressant pour plusieurs choses. On connaît tous Monero ou Zcash qui sont des blockchains privées. Alors non, pas privées, parce que privé, ça veut dire qu'on ne peut pas librement valider le réseau et vérifier le réseau. Elles sont anonymes. Personne ne peut voir qui envoie combien à qui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur ces blockchains, elles fonctionnent comme les autres blockchains, comme Bitcoin notamment. Il y a des transactions qui sont émises sur le réseau avec un destinataire et un montant de crypto qui est transféré. Et en fait, le consensus derrière de la blockchain va vérifier est-ce que ces transactions respectent l'état de la blockchain et est-ce qu'elles sont bien signées par la personne qui est censée être l'originaire des fonds. Sauf qu'avec ces blockchains anonymes, on ne va pas transférer les transactions en entier avec toute la donnée de la transaction. On va fournir une Zero Knowledge Proof qui va permettre de ne pas avoir à dire à qui on envoie des fonds et combien on envoie des fonds, mais la Zero Knowledge Proof va permettre de prouver qu'on respecte bien le consensus et qu'il existe bien des données en entrée de cette transaction qui respectent le consensus. Donc il y a ce premier aspect des Zero Knowledge Proof qui est donc un aspect de privacy. Ça permet de limiter les données qu'on partage pour utiliser différents process. Mais derrière, il y a aussi une autre notion, puisque on n'a pas besoin de publier les données qu'on met en input. C'est intéressant pour les cacher, mais c'est aussi intéressant du point de vue data, parce qu'on n'a pas besoin d'enregistrer, de stocker cette donnée quelque part. Et donc, il y a l'aspect aussi scalabilité des Zero Knowledge Proof, qui sont donc utilisés dans les Zero Knowledge Rollup, les ZK Rollup, qui permettent en fait d'imprimer sur Ethereum le résultat, de vérifier que ce qui s'est passé dans le layer 2 est correct, sans avoir à imprimer toute la donnée qui est en entrée. Cette donnée en entrée, donc les transactions, en gros l'activité du rollup, elle n'est pas secrète. Ces données ne sont pas secrètes, mais les Zero Knowledge Proof permettent de ne pas avoir à les imprimer sur Ethereum et donc à payer le prix des frais de transaction qui serait énorme puisque la data, ça coûte très cher sur Ethereum. Et donc, c'est dans cette direction, en fait, que on va aller avec cette histoire de real-time proving, puisque, on le sait, sur Ethereum, les Layer 2 posent un gros problème, c'est que elles cassent la liquidité sur plusieurs réseaux, et aussi, elles ne permettent pas d'avoir des applications qui communiquent entre elles, comme sur une blockchain monolithique. On appelle ça donc l'interopérabilité, et c'est un problème à l'heure actuelle sur les Layer 2. Et pourquoi en fait on peut pas, elles sont pas interopérables à proprement parler, puisqu'il y a des bridges qui existent pour transférer des cryptos d'une chaîne à une autre ou pour transférer des messages d'une blockchain à une autre pour déclencher des actions. C'est parce qu'en fait il y a une latence entre le moment où on émet une action sur un des layers 2 et le moment où on peut l'exécuter sur le layer 2, le réseau de destination. Parce que il faut être sûr que la sécurité ne soit pas mise en danger. Et donc pour ça, il faut attendre que l'activité du réseau de destination et l'activité aussi du réseau source soit bien définitif et validé par le consensus et notamment imprimé aussi sur le layer 1. C'est plus compliqué que ça, mais on a la base comme ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Zero Knowledge Rollup, aussi bien que les Optimistic Rollup, qui sont les deux types de Rollup, ont une grosse latence
avant que les transactions soient imprimées sur Ethereum et qu'elles soient considérées comme définitives. Les optimisés rollup, c'est 7 jours, et les ZK rollup, ça dépend, mais ça va d'une vingtaine de minutes à 1 heure, voire plus. Et donc, comme on a des fréquences, des vitesses de sécurisation de l'activité du rollup qui sont différentes et qui ne sont pas synchrones, on ne peut pas en fait émettre une action sur un rollup et s'attendre à ce qu'il soit fait directement sur l'autre. Il y a des délais en fait. Et ça pose aussi un autre problème, c'est qu'on va rester sur le cas des Zero Knowledge rollup, c'est que entre le moment où on envoie une transaction sur ce rollup et le moment où elle est effectivement imprimée sur Ethereum et donc validée et sécurisée pour toujours, il y a un délai. Comme je le disais, ça peut être quelques dizaines de minutes, voire quelques heures. Et ça pose un problème pour la sécurité, parce que pendant ce temps, on ne bénéficie pas de la sécurité et de la décentralisation d'Ethereum à proprement parler. Et donc pour régler ce problème de sécurité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'on imprime l'activité du Layer 2 sur Ethereum plus souvent. Et de manière optimale, il faudrait qu'on le fasse à chaque bloc d'Ethereum, pour qu'au final, l'activité du Layer 2 soit synchronisée avec Ethereum. Et ça réglerait aussi le problème de l'interopérabilité, puisque si chacun des Layer 2 imprime son activité en même temps, au même rythme, et surtout au même rythme qu'Ethereum, on pourrait déclencher des actions sur un Layer 2 et l'exécuter immédiatement au bloc suivant dans le layer 2 de destination. Puisque en fait, toutes les Layer 2 seraient validées, vérifiées, sécurisées sur Ethereum en même temps. Et c'est cette idée de valider, d'imprimer l'activité des Layer 2 sur Ethereum en même temps qu'Ethereum, en même temps que l'émission des blocs d'Ethereum, qu'on appelle real-time proving, parce qu'on prouve l'activité du Zero Knowledge Rollup via des Zero Knowledge Proof, en même temps, en real time, par rapport à la fréquence d'émission des blocs d'Ethereum. Maintenant, le problème avec ça, c'est que créer une Zero Knowledge Proof, c'est long. C'est pas pour rien si les Zero Knowledge Rollup aujourd'hui le font en plusieurs dizaines de minutes. C'est parce qu'on a des ordinateurs qui tournent pour faire ces calculs mathématiques, pour créer les preuves. Et c'est difficile de réduire le temps pour le faire. Mais ce serait quand même très cool si on arrivait à faire du real-time proving. On a vu pourquoi. Et donc, il y a 7 équipes qui se sont mis à travailler sur le projet d'être capables de prouver l'activité d'un bloc Ethereum qui est la même chose en fait sur les Layer 2, c'est la même technologie, c'est l'EVM, et le faire en moins de 12 secondes, puisque 12 secondes, c'est donc la fréquence d'émission des blocs sur Ethereum. Et donc, le 13 mai dernier, l'équipe de Succinct Labs, c'est difficile à dire, Succinct Labs a réussi à le faire. Ils ont réussi à prouver de manière constante des blocs en approximativement 10 secondes,5 avec leur ZK-VM, on appelle ça, Zero Knowledge Virtual Machine, qui s'appelle SP1 Hypercube. Et les autres équipes sont pas loin aussi d'y arriver. Ça va venir dans les prochaines semaines. Et c'est quelque chose qui va vraiment se démocratiser et qui va devenir de plus en plus facile à faire. En fait, c'est assez fou parce qu'on s'attendait pas du tout à ce qu'ils y arrivent aussi rapidement. On pensait qu'il y avait encore des années avant que ce soit possible. Et il y a quelques mois encore, on pensait pas que ce serait aussi rapide. Et finalement, bim, c'est arrivé du jour au lendemain. Et c'est assez fou. Pour une raison très simple, c'est parce que il y a plus que ça. Il y a plus que ces histoires de Layer 2. Pendant ce temps où les équipes travaillaient dessus, avec l'espoir d'un jour réussir à avoir ce real-time proving, on a continué à réfléchir et on s'est dit, si on arrive à prouver un bloc à la même vitesse qu'Ethereum, est-ce qu'on ne pourrait pas prouver aussi les blocs d'Ethereum en soi? Est-ce que ça pourrait nous servir à quelque chose de faire ça? Et la réponse, je vous le donne en 1000, oui. Donc on a évidemment tout un tas de problèmes sur Ethereum. Ça fait quand même pas mal de mois maintenant que Ethereum se fait bâcher, puisque la fréquence, la rapidité de validation des transactions est assez lente et les frais peuvent être élevés, même si c'est des choses à remettre en perspective. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Le challenge d'Ethereum, c'est vraiment en fait de scaler sans réduire la décentralisation. Il faut bien comprendre qu'Ethereum,
c'est pas une blockchain VC funded qui cherche à faire du wow, à attirer des clients sans que les utilisateurs captent nécessairement ce qui se passe sous le capot. Ethereum, c'est vraiment une blockchain qui est née dans les traces de Bitcoin. Et l'idée, c'est pas de juste faire une base de données partagée. L'idée, c'est vraiment de faire un système décentralisé, résilient et résistant à la censure. Ethereum a toujours refusé de scaler son activité simplement en passant par des raccourcis comme l'ont fait toutes les autres blockchains. Ce qui est très simple en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent la taille des blocs pour qu'il y ait plus de transactions dedans. Ils augmentent la fréquence d'émission des blocs pour qu'il y ait plus de blocs. Sauf qu'en fait, ça pose un problème, c'est qu'ils ont dû réduire le nombre de validateurs pour pouvoir tenir cette cadence. Parce qu'il y a vraiment deux goulots d'étranglement quand on veut avoir un réseau décentralisé. Le premier, c'est la propagation des blocs. Quand un nouveau bloc est validé, il faut que tous les validateurs de la blockchain, du réseau, se synchronisent dessus. Il faut qu'ils aient tous une chaîne de blocs et un registre des transactions qui soit le même. Et donc, plus les blocs sont gros en termes de kilobits, tout simplement, plus en fait, le réseau qui est Internet va avoir du mal à le répartir rapidement sur tous les validateurs. Plus en fait, le délai pour qu'on soit sûr que statistiquement tous les nœuds du réseau aient cette nouvelle version va être élevé. Et ensuite, le deuxième goulot d'étranglement, c'est la réception des blocs par tous les nœuds. Parce qu'en fait, les nœuds vont devoir rejouer toutes les transactions une à une pour vérifier que tout soit bien legit avant de mettre à jour son registre, son état. Et ce que font toutes les blockchains qui ont scalé comme des porcs, c'est qu'elles ont joué sur ce premier goulot d'étranglement, puisqu'elles ont des gros blocs et beaucoup de gros blocs, puisqu'elles ont aussi augmenté la fréquence. Elles ont réduit le nombre de validateurs pour que le délai statistique pour être sûr que tous les éléments du réseau, les acteurs du réseau soient à jour, soit drastiquement réduits. Et ensuite, pour le deuxième goulot d'étranglement, elles imposent du hardware qui n'est pas accessible à la majorité des personnes pour que les transactions soient rejouées très très rapidement. C'est le cas notamment de Solana, mais aussi d'autres blockchains. Plus ou moins directement, on a par exemple BNB qui sélectionne en fait les entités qui peuvent être validateurs sur le réseau. Et donc en fait tout ça casse la décentralisation parce que moins il y a de nœuds et de validateurs sur une blockchain, sur un réseau blockchain, moins il est décentralisé et moins il est résistant à la censure, moins ceci, moins cela, on connaît la chanson. Et plus en fait on impose un type de hardware ou pire que on restreint l'accès à la validation de la blockchain, plus en fait on revient à un système similaire à celui des banques parce qu'il n'y a qu'un certain nombre de personnes bien précises qui peuvent être validateurs sur le réseau et participer à sa vérification. Et ça va contre en fait le principe de la blockchain, la raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir une blockchain plutôt que d'avoir une base de données. Et justement, les Zero Knowledge Proof vont permettre de scaler Ethereum sans avoir à diminuer son nombre de validateurs. Et puis d'avoir aussi autant de nœuds qu'on veut sur le réseau. Pourquoi ? Parce que quand on va vérifier un bloc avec une Zero Knowledge Proof, tout d'un coup, les nœuds et les validateurs qui vont recevoir ce bloc avec la Zero Knowledge Proof ne vont plus avoir besoin de rejouer toutes les transactions pour vérifier qu'elles sont legit. Ils vont juste vérifier la Zero Knowledge Proof, qui est en fait un process qui est extrêmement rapide et léger. C'est beaucoup plus léger que de créer la preuve. Et donc, la deuxième étape, le deuxième goulot d'étranglement, qui est la vérification des transactions, il se fait hyper rapidement. Et mieux que ça, il se fait à la même vitesse, que ce soit pour un petit bloc avec quelques transactions, ou que ce soit pour un gros bloc avec beaucoup de transactions. Le temps de vérification de ces preuves, elle est constante. Et grâce à ça, en fait, même si Ethereum va commencer à augmenter la taille de ses blocs, on va gagner tellement de temps sur la vérification que ça va être compensé et on va pouvoir garder le même nombre de validateurs et de nœuds sur le réseau. Et on peut même en avoir plus. Il y aura aussi d'autres optimisations qui sont un autre sujet pour réduire une partie de la donnée qui est transférée à chaque émission de bloc. Mais globalement, l'idée est là. Et donc, grâce à ça, les chercheurs d'Ethereum estiment que quand on va augmenter la taille des blocs pour scaler la blockchain,
En prenant en compte l'augmentation du délai statistique de propagation des blocs, en face de la diminution du temps de vérification de chaque bloc, on va pouvoir raisonnablement aller jusqu'à 1 gigagas, à savoir qu'à l'heure actuelle, en moyenne, on est à 30 millions de gas maximum sur un bloc Ethereum. Là, on va pouvoir aller jusqu'à 1 gigagas, ce qui correspond approximativement à 10 000 transactions par seconde. Tout ça en gardant le même nombre de validateurs et de nœuds. C'est assez fou. En plus de ça, on a un effet qui se coule, c'est qu'on va... Putain, c'est une expression des années 90, ça, non? On va pouvoir avoir ce qu'on appelle des stateless nodes. Qu'est-ce que c'est que les stateless? Encore un mot difficile à dire, là. C'est un nœud qui ne détient pas l'historique de la blockchain. Elle détient juste une représentation, en gros un hash de son état au moment donné. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par ce qu'on appelle des RPC. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est des entreprises qui fournissent l'accès à un nœud d'Ethereum ou d'un Layer 2 pour pouvoir envoyer des transactions. Et donc, c'est une source de centralisation. Grâce au Zero Knowledge Proof, toujours pareil, on n'aura pas besoin en fait, de vérifier les transactions qui sont validées par le validateur. On aura juste cette Zero Knowledge Proof qui nous permettra de vérifier que la transition entre l'état précédent, représenté par un hash, et le nouvel état de la blockchain, représenté par un nouveau hash, une state root, on appelle ça, est bien légitime. Et à partir de là, on pourra faire tourner un nœud sur son téléphone et donc transacter directement avec la blockchain sur son téléphone ou sur n'importe quel appareil, en fait, sans avoir besoin, en plus de ça, de se taper la synchronisation qui peut durer des heures et des jours. Et donc, on va bypasser cet intermédiaire centralisé et augmenter encore le nombre de nœuds sur la blockchain. Donc, c'est fou de voir que cette technologie, ça permet vraiment d'augmenter la scalabilité, mais aussi la décentralisation. Et puis, globalement, en plus, au-delà même des smartphones, on pourra avoir son nœud sur du hardware vraiment très léger, ne serait-ce qu'un, même pas un Raspberry Pi, un Raspberry Pico, ça pourra fonctionner pour simplement vérifier ces nouveaux blocs, ces ZK blocs, on peut appeler ça. Alors tout ça, c'est magnifique, ça laisse présager des choses incroyables, mais c'est pas encore pour tout de suite. Il y a encore des choses à régler, à optimiser et à améliorer pour qu'on puisse mettre ça en pratique. Le plus dur a été fait, parce que vraiment, encore une fois, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, on ne pensait pas qu'on allait atteindre ce real-time proving aujourd'hui, en mai 2025. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Succinct n'a réussi à prouver que 94% des blocs sous la barre des 12 secondes. C'est super, mais c'est pas suffisant. Il faut que 100% des blocs soient prouvés en moins de 12 secondes. Sinon, on ne peut pas se permettre d'avoir cette désynchronisation. Donc, il va y avoir encore du travail. En plus de ça, les blocs qui ont été prouvés, c'était des blocs à 30-36 millions de gas. C'est les blocs actuels d'Ethereum. Et là, on veut scaler les blocs. On veut augmenter la taille des blocs d'Ethereum. Il y a d'ailleurs en ce moment un mouvement qui pousse les validateurs à augmenter les blocs à 60 millions de gas. Donc il y a encore un problème à ce niveau-là. En plus de ça, l'idée c'est aussi qu'on augmente la fréquence d'émission de blocs sur Ethereum. Il y a plusieurs mouvements autour de ça, mais l'idée ce serait de passer de 12 secondes à au moins 8 secondes dans les prochains temps, assez rapidement. Et donc 8 secondes, on n'y est pas encore. En plus de ça, pour les Layer 2, c'est pas encore adaptable parce que la taille des blocs et la fréquence des blocs font que il y a beaucoup plus de données à vérifier que sur le Layer 1. Donc ça demande plus de temps pour générer cette ZK proof. On est sur, si on rapporte au nombre de gas par seconde pour comparer avec Ethereum, on est pour la majorité des Layer 2 entre 2 à 3 fois plus de gas. Donc c'est pas encore utilisable pour les Layer 2. En plus de ça, ça nécessite du gros hardware. On estime l'investissement entre 100 000 euros et 400 000 euros à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, ça consomme quand même 100 kW. Toute l'idée d'Ethereum, c'est de pouvoir avoir n'importe qui a assez d'argent pour acheter 32 Ethers, puisse être validateur chez lui, sans avoir besoin d'avoir du gros matériel comme Solana par exemple. Donc il y a encore du boulot pour réduire les specs nécessaires. Alors pour ça, il y a déjà du boulot qui est en train d'être fait, mais on va pouvoir faire des optimisations logicielles, mais aussi des optimisations hardware. Notamment, il y a des ASIC qui sont en train d'être construits, d'être développés
Les ASIC, c'est donc des processeurs qui sont spécialisés sur une tâche très précise. C'est ce qu'on retrouve sur Bitcoin pour faire du proof of work. Puis on a plus globalement la loi de Moore qui nous permet d'estimer aussi une amélioration du hardware qu'on aura à disposition pour accélérer ce processus. Et l'idée, c'est aussi de réduire la consommation à maximum 10 kW. Et on peut même aller en dessous. Apparemment, il y a des équipes qui arrivent à faire baisser ça à 3 à 5 kW. Ensuite, à côté de ça, c'est bien beau de générer les proofs, mais aussi il faut construire des prouveurs qui vont donc utiliser ces ZKP au sein des nœuds pour vérifier la preuve qui est fournie. C'est pas le plus difficile, c'est aussi en train d'être fait, ça avance, mais c'est aussi quelque chose qu'il va falloir faire. Ensuite, il faut savoir que il y a des bugs encore avec la génération de Zero Knowledge Proof. Alors quand c'est des Zero Knowledge Rollup qui font ça en plusieurs dizaines de minutes, on a le temps de vérifier les preuves et d'en régénérer s'il y a un problème. Mais quand c'est du real-time proving, il faut que ça y aille. On peut pas s'attendre à ce qu'il y ait par-ci par-là des bugs et des preuves qui sont pas valides. Donc on a besoin de faire de la formal vérification. La formal vérification, c'est donc de vérifier la sanité des logiciels avec les maths. Et c'est un process qui est encore une fois en place pour certains de ces Zero Knowledge virtual machines, comme celle de Succinct, comme SP1. Mais c'est un process qui prend du temps. Donc on a fait le plus dur, mais il va y avoir encore beaucoup d'optimisation à faire pour que ce soit utilisable dans la pratique, mais ça peut aller très très vite. Dans ce domaine des Zero Knowledge Proof, déjà à l'époque, en 2021, on commençait à parler des Zero Knowledge Rollup en disant que ça prendrait quand même au moins 4 ans pour qu'on ait un premier Zero Knowledge Rollup fonctionnel en place, et au final on en a eu beaucoup plus rapidement que ça. Donc j'ai vraiment pas de doute sur le fait que ça ira vite. Ensuite, deuxième question qu'on est en droit de se poser, c'est que ok, c'est génial, Ethereum, ça va augmenter la décentralisation, on va avoir 10 kTps, mais est-ce que les autres blockchains ne peuvent pas s'en servir aussi de ça? Et la réponse est si, effectivement, mais on va voir qu'il y a des nuances. Alors oui, les forks d'Ethereum vont pas se priver. On a tout un tas de blockchains qui ont forké Guess, qui est le nœud principal d'exécution d'Ethereum. Ils font leur petit mix différent pour adapter, pour avoir des plus gros blocs et plus de blocs, comme on l'a dit. Mais c'est exactement la même technologie, et à chaque fois qu'Ethereum publie une nouveauté, ils font aussi cette mise à jour. Donc le jour où on sort des clients ZK, ils le forkeront aussi et ils pourront en bénéficier. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas utilisable par tout le monde. On va prendre l'exemple de BNB parce que c'est un peu l'exemple même du fork d'Ethereum de gros bourrin. Ils ont des blocs à 140 millions de gas qu'ils émettent toutes les 3 secondes. Donc là, on peut voir que le real-time proving, c'est pas pour tout de suite. Parce que là, on n'est qu'à 94% pour des blocs à 36 millions de gaz toutes les 12 secondes. Donc il y a encore beaucoup de marge pour qu'elle puisse bénéficier de ça, tout en gardant les mêmes settings qu'elle a à l'heure actuelle. Et alors j'en parle pas pour Solana qui a 400 millisecondes. Ensuite, c'est une technologie qui va vraiment, par définition, profiter surtout à Ethereum, parce que l'idée, c'est de scaler une blockchain tout en gardant sa décentralisation. Donc oui, pour du scaling pur et dur, ça va permettre de réduire le temps pour vérifier les transactions d'un nouveau bloc. Mais ça aura moins d'impact pour une blockchain qui n'a pas justement ce cœur de décentralisation à la base. Et puis ensuite, il n'y a que Ethereum qui a cette infrastructure vraiment layer 2 qui va bénéficier aussi de ce real-time proving pour avoir de l'interopérabilité. Alors, il y a aussi d'autres blockchains comme Avalanche, Cosmos ou Polkadot qui ont un petit peu ce système aussi de blockchain par-dessus la blockchain principale. Alors, je ne suis pas un expert sur ces blockchains-là et sur leur architecture, leur fonctionnement. Il y aurait peut-être quand même des adaptations à faire pour pouvoir utiliser ces ZKVM, mais potentiellement ça peut aussi les impacter. Maintenant, il faut quand même voir que mettre en place ces technologies, ça demande des talents. Parce que, par exemple, pour utiliser ces Zero Knowledge VM, ces ZKVM au sein d'un client d'une blockchain, ça demande quand même des talents pour comprendre ce qui se passe, comprendre comment construire les choses, comment intégrer ça dans un client existant. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les talents, les ingénieurs, les développeurs, ils vont chez Ethereum, parce que chez Ethereum, il y a une vraie vision, il y a cet aspect décentralisation. Depuis le début, il y a cette vision qui est proposée
que ce soit aux builders, mais à la communauté de manière générale, qu'on ne retrouve pas chez les autres blockchains. Les autres blockchains, elles proposent des gros salaires, mais il n'y a que Ethereum qui peut se permettre d'avoir les meilleurs talents du monde travailler pour eux pour une bouchée de pain. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ça nécessite aussi de la coopération entre les équipes. Là, les teams qui travaillent sur ces zkVM, elles sont fund par des entreprises liées à Ethereum. Elles ont travaillé sur ce projet pour Ethereum. Et derrière, il va falloir que les équipes d'Ethereum communiquent aussi avec elles pour utiliser leurs résultats. Ça, c'est peut-être pas visible de l'extérieur, mais il y a des aspects techniques de la blockchain qui sont très 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 peu documentés pour le grand public. Parce qu'en fait, le grand public n'en a pas besoin pour intégrer la technologie. Par exemple, le système de blob d'Ethereum, qui passe par des transactions de type 3, en fait, il y a quelques dizaines d'équipes dans le monde qui sont donc les Layer 2 qui vont l'utiliser. Ça ne sert à rien de produire du contenu pour former tout le monde dessus parce que il n'y a pas le besoin en fait. Donc ce qui se passe, c'est que les développeurs qui ont travaillé sur cette technologie, ils communiquent directement avec les équipes qui ont besoin de l'intégrer. Et il y a des DevRel qui sont payés pour justement communiquer avec les entreprises qui veulent intégrer leurs produits pour leur faciliter le travail. Et donc, il faudra voir avec qui ces entreprises de zkVM seront prêtes à travailler pour intégrer leur technologie. Et sachant que, toujours pareil, elles ont été fund pour scaler Ethereum, on est en droit de penser que potentiellement, ça va plutôt être tourné vers l'écosystème Ethereum. Et puis de manière générale, je vois mal Solana, par exemple, après tous ces mois de bataille et de confrontation de ces deux modèles technologiques de blockchain, reprendre une technologie Ethereum, ce serait quand même un aveu d'échec. Si tu as regardé jusque maintenant, c'est très certainement que tu t'intéresses de près à cette technologie de la blockchain. Et si tu es développeur et que tu veux travailler là-dedans, tu peux aller voir la roadmap que je recommande en description. Donc voilà, c'est une vraie révolution technologique. Je pèse mes mots. Et même si c'est pas encore pour tout de suite, ça va avoir un impact énorme sur Ethereum et sur la technologie de la blockchain de manière générale. Et même au-delà, je suis persuadé que ça arrivera dans le web à un moment. Ça a déjà commencé à arriver dans le web, on l'a vu chez Google. J'en ai parlé dans la dernière newsletter. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À plus.